Et du coup, pour cette dernière vidéo de lecture du mois, je vais parler de Ocean, une bande dessinée publiée chez DC Comics, de Warren Ellis. Donc Warren Ellis, c'est cet auteur britannique qui a fait entre autres le génial Transmétropolitan, qui est vraiment une BD que j'avais adoré à l'époque où je l'avais lu. Faudrait que je la relise d'ailleurs parce que là je l'ai plus trop en tête. Et c'est dessiné par Chris Sprouse et ancré par Carl Story. C'est une bande dessinée SF en un seul tome de 160 pages. On est dans un futur plus ou moins lointain de l'humanité où la conquête spatiale a vraiment été enclenchée et l'aventure se passe en orbite et sur une des lunes de Saturne, une lune gelée qui s'appelle Europa, et dans laquelle on a trouvé que sous la couche de glace, il y avait un océan gigantesque, dans lequel se trouvent des objets technologiques, des armes, et aussi tous des cercueils d'hibernation, dans lesquels se trouvent des humains qui datent de 1 milliard d'années. Donc j'essaie de parler du bouquin sans trop spoiler au début, mais je vais finir par spoiler un moment. Je vous ferai une coupure nette sur le moment où je vais spoiler la fin, parce qu'il faut parler de la fin pour aussi pouvoir se permettre de parler d'une thématique du livre qui est intéressante. Le héros, c'est l'inspecteur Kane, qui est quelqu'un qui déteste les armes, et qui est spécialisé dans les négociations de désarmement dans diverses situations. Et les grands méchants, c'est une entreprise privée qui s'appelle Doors, qui en plus est entre autres un développeur de systèmes d'exploitation pour des programmes. Donc Doors, c'est directement un écho à Windows, hein, c'est pas très subtil, c'est assez évident. Et là on a tout un discours de Warren Ellis sur le fait que des entreprises qui deviennent suffisamment puissantes d'un point de vue politique, d'un point de vue monétaire, pour pouvoir défier et faire du chantage et essayer de prendre le dessus sur des gouvernements, des états, des politiques. Car cette entreprise, même si c'est via un dissident parmi elles, mais de ce dissident qui est un sous-manager dans cette entreprise, mais qui a quand même une place plus ou moins importante, est quand même le produit d'un système vraiment dégueulasse de tout ce qu'on peut imaginer dans la SF en termes de dérive de l'ultralibéralisme, du capitalisme. Et donc c'est ce type de récit de SF avec la technologie très développée, mais qui se base dans un système politique qui est le même que le nôtre actuellement, mais dont les aspects négatifs vont être encore plus accentués du fait qu'on a accès à une technologie complètement énorme qui permet donc des moyens beaucoup plus grands, comme le fait par exemple que ces entreprises, lorsqu'elles embauchent un employé, cet employé signe un contrat dans lequel il accepte de se faire remplacer sa personnalité le temps de son contrat de travail, et tous les employés de Doors ont donc une puce dans la tête qui fait qu'ils ont tous la même personnalité docile et que ce sont donc des espèces de robots humains très efficaces au travail. Et ça recoupe pas mal avec Transmétropolitan, qui parle aussi de tous les excès et les dérives qu'ont notre système, mais mis au service de technologies hyper bourrines, hyper puissantes, hyper permissives. Typiquement le héros de Transmétropolitan, c'est quelqu'un qui peut se droguer à foison, se bourrer la gueule à foison, parce qu'il existe des pilules anti-cancer miracles, qui fait qu'on peut complètement se permettre tous les excès dans notre vie, sans avoir de répercussions négatives sur notre santé. Et aussi tous les trips cyberpunk, etc. Enfin bref, Transmétropolitan, c'est comme justement une œuvre assez punk dans l'esprit. Comme pas mal de bandes dessinées qui étaient parues de la collection Vertigo à l'époque. Et d'ailleurs le héros, on a à nouveau un chauve, tout habillé de noir, et quand il est de dos, il fait vraiment passer à... Comment il s'appelle Spider Jérusalem, c'est ça. Le héros de Transmétropolitan. Et du coup, le méchant de l'histoire veut se servir des technologies, des armes hyper puissantes trouvées sur une des lunes de Saturne, pour pouvoir asseoir une menace, une pression politique, aussi bien sur l'entreprise pour laquelle il travaille que sur le monde entier. Et du coup, le héros, l'inspecteur Kane, va entrer en contact et collaborer avec 4 membres de l'équipage qui ont découvert ces cercueils sur Europa. Et l'écriture est vraiment très fine, parce que c'est 160 pages, mais qui vont très très vite au niveau de la lecture. C'est pas une page d'Astérix où ça va être bourré d'éléments et de textes, et d'actions qui se passent. Là c'est vraiment du format comics, et en plus le découpage se fait exclusivement par des assez grandes cases, et donc l'auteur va réussir à créer une intimité entre tous les personnages très rapidement, très efficacement, en nous montrant des personnages assez touchants, et aussi en nous instaurant des petites private jokes assez rapidement qui fonctionnent très bien, et que l'auteur va pouvoir réutiliser entre les persos pour créer une intimité. C'est vraiment chouette. Et c'est de la SF assez sérieuse, qui se veut très sourcée, que ce soit dans la description des technologies, dans la description des énergies, des lois physiques, ou même il y a un personnage de linguiste dans le tas où on va être assez précis dans son métier de linguiste, même si c'est des passages très courts. Et le dessin, c'est un dessin très réaliste, comme vous pouvez voir, mais je trouve qu'il fonctionne quand même assez bien. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais le dessin réaliste, ça me parle quand même beaucoup moins de manière générale en bande dessinée. Mais celui-là, il fonctionne assez bien, je trouve qu'il y a un côté quand même assez vivant dans le dessin, malgré le côté extrêmement propre
qui est en plus accentué par la mise en couleur qui est vachement bien. Tous les jeux de lumière de la mise en couleur sont vraiment géniaux, les participent hyper bien à l'ambiance. Et je trouve que pendant toute la lecture de la BD, j'étais vraiment emporté par cette ambiance de SF et comme si le récit ne montre presque jamais d'onomatopée, voire jamais, ou avec des petits bruits, des bip bip et tout ça, comme on peut trouver dans les vaisseaux spatiaux, dans notre imaginaire. Même s'il n'y a pas ça, je trouve que j'étais comme dans un mood où je ressentais le bruit, l'ambiance que nous ont donné les films qui se passent dans l'espace avec les boum, des machines qui se déplacent et tout ça. Rien que par le visuel, même sur le texte, j'arrivais à retrouver cette ambiance-là et à être plongé dans cette atmosphère hyper particulière. Et le découpage aussi, globalement, dans cette BD est vachement chouette. Donc je sais pas si c'est Warren Ellis ou Chris Sprouse ou les deux qui font le découpage, comme c'est pas précisé. Dans la page titre, on nous montre le détail des différentes personnes qui ont travaillé sur le projet, mais c'est pas précisé qui a fait le découpage. C'est toujours assez hallucinant de voir ça. Il y a un petit truc déjà étonnant dans le découpage. C'est la première fois où la chef d'équipage emmène Kane à aller constater ce qui se passe sur cette lune de Saturne. Là où d'habitude le découpage fait beaucoup varier les plans pour bien faire nous ressentir l'espace des lieux. Ici on va nous montrer beaucoup de fois Kane d'affilée sur les pages, avec quasiment à chaque fois le même profil et angle de vue, niveau de distance de la caméra et tout ça. Il va y avoir une énorme répétition, c'est assez rigolo. Et c'est quand même assez osé je trouve de faire ça. Et en plus ça renforce ce caractère de Kane qui est quelqu'un de très impassible, de très concentré, de très propre, de très net. Ça renforce ce côté très rigoureux et concentré malgré l'ampleur de la situation. Et en plus cette répétition de plans se termine avec à nouveau un profil de Kane, mais cette fois-ci montré en très gros plan, quand il décide d'aller rendre visite pour la première fois la navette spatiale de la compagnie d'ours. Et donc ça montre son déterminisme, le fait qu'il se laisse pas intimider par la situation et le fait d'être en face d'une potentielle menace. De nous le montrer de manière juxtaposée avec la navette, mais en plus bien plus gros qu'elle. Et aussi, ça c'est un truc vraiment tout simple, mais je trouve ça fonctionne bien, c'est chouette. C'est justement au moment de l'alunissage, comme on dit, avec la soucoupe de Kane et de la chef d'équipage. C'est donc de montrer un découpage en 4 cases les mêmes sur une page, avec en haut la navette qui s'approche de la lune, et tout en bas de la page le fait qu'elle continue encore plus sa progression. Je trouve ça marrant parce que je trouve que ça montre l'approche en 4 dimensions de la navette. Le fait de nous montrer en haut de page et en bas de page, ça montre qu'elle est occupée de descendre vers la lune, et aussi le fait de nous la montrer en plus grand sur la dernière case, montre qu'elle est occupée de s'approcher. Et donc on a l'axe vertical pour montrer qu'elle descend, et l'axe pour montrer qu'elle s'approche quoi. Et ça nous donne une espèce de sentiment de spatialisation 3D. Et aussi la scène de bagarre de fin, c'est pas encore un spoil à ce moment-là, je veux juste parler de la mise en scène de cette bagarre de fin rapidement. C'est assez cool parce qu'il y a tout un moment où toutes les pages vont être divisées en 5 cases les mêmes, donc on va vraiment avoir à faire un gaufrier. Et il va y avoir tout un jeu avec le fait de faire varier la gravité dans le vaisseau, et donc on va vous montrer tous les personnages qui se basculent un peu dans tous les sens. Et en plus comme c'est un moment d'action, forcément ça bouge beaucoup. Mais l'auteur, contrairement par exemple dans un manga, même ça c'est pendant tout le récit, pendant tous les moments d'action et tout ça, on va garder toujours une espèce de rigueur dans les cases, avoir toujours des cases bien alignées les unes par rapport aux autres. On va pas avoir de grandes diagonales ou de grands dessins tout un coup qui sort du lot et qui dépasse les cases, comme on voit aussi beaucoup dans les comics. Et pourtant malgré ça on ressent bien le dynamisme, et en même temps je trouve que ça accentue encore une fois la rigueur du personnage dans sa manière d'exécuter un plan. Et en plus le fait qu'il soit tout habillé en noir, qu'il soit vraiment une masse noire comparé aux autres personnages qui sont beaucoup plus détaillés dans leur costume, pose encore et stabilise davantage le personnage dans toute la composition de la page. Et en plus ce parti pris aussi de représenter l'action sans montrer tous les mouvements qui se découpent et tout ça. Au pire on a des petites lignes de vitesse qui encore ne sont pas si marquées que ça la plupart du temps. Et aussi encore une fois le fait de ne pas montrer des onomatopées, des armes, tout ça fait qu'on a une espèce de rendu très propre dans la manière de nous montrer l'action. Et ce côté très froid et sans sentiment où on a des gens qui exécutent leur travail quand ils tuent des gens. Et j'aime beaucoup tout ce truc de jeu de gravité et d'angle qui bouge sans cesse, donc le vaisseau qui se bascule de gauche à droite et tout ça, montré avec des cases fixes et qui restent toujours bien droites et bien propres, qui sont toujours très stables. Je trouve que c'est une belle manière de montrer des jeux d'axes qui bougent dans tous les sens, sans que l'auteur ait besoin de faire des jeux de cases grandiloquentes pour bien nous faire ressentir l'espace. C'est très propre, très efficace, c'est assez impressionnant comme découpage. Et aussi vu que forcément on est dans un truc de SF avec des vaisseaux spatiaux et tout ça, il y a beaucoup d'écrans qui sont montrés, et il va y avoir plusieurs jeux avec ces écrans là, avec le fait de nous montrer une projection qui se passe complètement sous les pieds des personnages, et aussi le fait de nous montrer des multiples écrans qui vont multiplier la tête des personnages quand ils vont être affichés. Et j'aime toujours bien ce truc là dans les bandes dessinées de montrer des
écrans dans des cases, et que dans une bande dessinée on est déjà dans des jeux de juxtaposition constants entre un personnage qui va être représenté plein de fois au sein d'une page, et que là, plus avec les écrans, c'est comme si le personnage qui regarde les écrans était face à toutes des cases de bande dessinée. Je trouve ça toujours assez rigolo. Et ici on va voir un moment où Kain essaie de parlementer avec le méchant manager, et c'est assez cool parce qu'ils vont tous les deux avoir deux types d'écrans différents quand ils vont entrer en contact avec l'autre personne. Et ça montre assez bien l'état d'esprit et la manière dont ils perçoivent leur interlocuteur, avec le manager qui voit Kain en plein de grands écrans qui sont au-dessus de lui, alors que Kain essaie d'entrer en négociation pacifique. Lui, le manager, il le perçoit comme une menace. Il semble assez intimidant via tous ces écrans, et au contraire, Kain va regarder le manager en tout petit, sur un tout petit triple écran comme ça, qu'il a déposé sur son lit, donc il domine complètement la personne, quoi, qui pourtant représente une énorme menace pour toute l'humanité. Et en plus, le fait que dans ce triple écran, on nous montre donc une division de la tête du personnage en plusieurs morceaux, rentre directement en lien avec l'histoire de ce personnage manager, parce que lui aussi, au même titre que ses employés, il a une puce de la tête, duquel il a réussi à plus ou moins se débarrasser à ce moment du récit, mais que lui aussi reste un pion pour la compagnie d'ours, et que des gens qui ont un statut supérieur à lui peuvent prendre possession de son corps qui ne lui appartient plus complètement depuis qu'il a signé un contrat avec eux. Et donc le fait de nous montrer fracturé dans ces trois petits écrans peut symboliser le fait qu'il n'est pas tout seul, qu'il ne s'appartient pas. Et en plus, une fois que les deux personnages coupent le contact, le manager, lui, va être montré devant un écran complètement brouillé, avec on va voir que du bruit, quoi. Et donc on va montrer tout le bordel de sa tête, toute la haine qui fait qu'il a l'esprit dérangé, on va dire. Et Kain, en opposé, va être montré devant un écran plutôt blanc. Et du coup, je vais faire la partie spoiler maintenant, attention. Et le linguiste de l'équipe va réussir à décrypter en bonne partie le langage de ces sortes humains qui ne partagent donc que 1% de notre code génétique, quelque chose comme ça. Il va réussir à décrypter leur langage et il va se rendre compte qu'il y a 160 manières différentes de dire le mot meurtre dans leur culture, et qu'il n'y a rien dans leur langage qui est de l'ordre du pourparler, de la négociation, et qu'en plus avec ça il décrypte aussi des éléments historiques de témoignages laissés par eux dans leurs textes. Et on se rend compte que c'était un peuple hyper belliqueux qui a failli s'autodétruire et qui en plus a développé des armes de destruction massive capables de détruire des planètes entières, et qui en plus sont laissés en état plus ou moins fonctionnel dans cet océan de la ligne de Jupiter. Et que ces sortes d'humains qui sont donc nos ancêtres, hein, donc ils datent d'il y a 1 milliard d'années, mais c'est eux qui ont enclenché le développement de l'humain sur Terre, en laissant leur ADN ou quoi, c'est pas exactement dit comment, mais en gros c'est dans tous ces tripes de théories des anciens astronautes et tous ces bails là. Et que laisser la compagnie d'ours s'emparer du pouvoir de ces mecs là, ou même les laisser simplement se réveiller, représente une menace terrible pour l'humanité. Et donc le groupe de héros décide par unanimité, sans même de discussion au coin, le récit va très vite, de créer un génocide, de simplement détruire cette lune avec tous ces mecs endormis et toute leur technologie et tout ça. Et que c'est assez troublant que le récit te montre un génocide comme ça, purement et simplement, sans que ce soit du tout une question morale à aucun moment. Et qu'en plus c'est encore appuyé davantage avec le fait que juste avant d'être détruit, on va nous montrer un de ces ancêtres humains se réveiller dans son cercueil avec une tête de gros méchant, il a des crocs, et une des meufs de l'équipage, et oh mon dieu, regardez, il a vraiment l'air d'un fou, ça se voit que c'est un meurtrier en puissance. Et que du coup, bah boum, on les fait tous exploser, et que tout est bien qui se finit bien. Et c'est vachement étonnant parce qu'on peut effectivement considérer ça comme une prise de décision pragmatique, parce que effectivement ce peuple-là avait l'air d'être bien parti pour aller détruire l'humanité si jamais on les laissait se réveiller. Mais ce qui est vraiment le plus troublant là-dedans, c'est qu'encore une fois, le récit ne pose aucun dilemme moral là-dedans, parce qu'il y a l'urgence, parce qu'il y a l'unanimité, parce qu'ils ont des crocs et un air fou, et que du coup le récit va justifier un génocide l'air de rien comme ça, sans jamais que ce soit un enjeu moral. Et que c'est assez troublant, et que je pense que c'est fait exprès que ça soit troublant, pour créer du débat et tout ça, je suppose. Et en plus, apparemment, ce scénario était prévu pour être un script de film à la base. Alors imaginez une grosse production américaine qui tient directement un discours comme ça, le bordel que ça aurait été. Mais que ça peut être intéressant parce que c'est une prise de décision de scénariste hyper radicale, et que justement les récits servent à pouvoir explorer des choses de ce genre-là, et susciter des interrogations et des problématiques. Et que aussi tout un discours avec le fait que ce soit nos ancêtres, et qu'il y a un personnage, c'est le linguiste justement, qui s'inquiète du fait qu'on a en nous, ça veut dire ce potentiel de créer une culture aussi destructrice, même si bon on est déjà pas trop mal, et que c'est mis en parallèle avec le méchant manager du truc qui à un moment on le voit complètement tuer par plaisir un de ses employés. Et voilà, donc c'est encore assez intéressant, et le récit était très chouette à lire, même si ça m'a pas... C'était vachement bien, mais ça m'a pas non plus transcendé.
la transmétropolitane est quelque chose de beaucoup plus impactant, je trouve. Mais je trouve ça cool de lire de la SF de bande dessinée très froide, très propre. Ce genre de dessinateur et de scénariste hyper rigoureux comme ça me rend toujours... je suis toujours impressionné par ça. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces vidéos ou cette vidéo, ça dépend si vous avez tout regardé ou pas. Je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Un a priori de ciel bleu, sans nuages, par exemple dans Bim Bam Boum, c'est une île, il n'y a pas de serpent, pas de morbac, il n'y a rien. Tout est clean, super clean. C'est génial. Alors pour un enfant, de voir un ciel bleu, c'est magique. C'est magique.